C'est l'heure de notre face-à-face sur une question qu'on s'est tous posée, plus ou moins la déferlante. Intelligence artificielle va-t-elle nous submerger? Va-t-elle nous dépasser? Va-t-elle nous remplacer, cette intelligence artificielle? Face à face, Raphaël Enthoven, il est écrivain, professeur de philosophie, auteur de... rejoignez-nous Raphaël Enthoven si vous êtes là, L'Esprit artificiel aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être avec nous. Voilà, asseyez-vous à la droite, plutôt à la gauche de Paola, et nous rejoint Dr Laurent Alexandre. Bonjour docteur, vous êtes chirurgien, vous êtes fondateur de Doctissimo, observateur des révolutions technologiques, auteur de ChatGPT va nous rendre immortel, comme disait ma grand-mère, tout un programme, mais un programme qui peut évidemment nous inquiéter. Je souligne qu'Emmanuel Macron aujourd'hui organise un sommet sur l'intelligence artificielle à l'Élysée. Objectif, faire de Paris une place incontournable de l'IA dans le monde. Il ne s'agit pas que la France soit à la remorque, en effet peut-être sur un plan industriel, mais au-delà, ça pose énormément de questions. Bonjour à tous les deux. Bonjour, et merci d'avoir accepté d'abord le principe du débat. Merci. Ouais, et je précise que vos deux livres n'ont pas été écrits avec ChatGPT. D'ailleurs, vous le précisez au tout début de votre ouvrage. Mais leur est-il pu? C'est toute la question aujourd'hui. Alors, on met le téléspectateur dans la confidence. Vous vous connaissez très bien, vous vous estimez, vous vous chamaillez souvent par médias interposés. Mais pour la première fois, en public, vous allez pouvoir débattre en chair et en os autour d'une question. Une machine pourra-t-elle un jour devenir philosophe? C'est une question que vous posez dans votre livre, Raphaël Enthoven, puisque vous êtes l'homme qui a battu la machine, vous êtes confronté au bac avec ChatGPT. Alors j'entends déjà Laurent Alexandre dire attention, c'était pas la dernière version de ChatGPT. À l'époque, c'était la dernière. À l'époque, c'était la dernière version, mais vous affirmez dans ce livre que jamais un robot ne pourra être philosophe. Oui, parce que la capacité de réfléchir, ce qui nous fait penser, ça n'est pas la technique. Ça n'est pas la rationalité, ça n'est pas la complexification des processus. On n'acquiert pas une conscience ou une pensée ou une réflexion en complexifiant ces process. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas ça qui nous fait penser. Sur le cas du fameux match, qui était un faux match en réalité, parce que la machine est incapable de réfléchir, alors que Kasparov contre Deep Blue, Kasparov avait affaire à une usine à jouer aux échecs extraordinaire. Là, c'est un faux match. Mais dans le cas de ce match, ce qui est intéressant, c'est le sujet. Le sujet, c'était « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Qu'a fait la machine? Elle a réagi comme un mauvais élève. Elle a mobilisé ses connaissances, qu'elle a rangées dans 3 tiroirs indifférents, et elle a fini en répondant que le bonheur pouvait être affaire de raison, mais pas que. Autrement dit, il n'y avait rien. Pas un atome de réflexion. Le geste qui consiste à fabriquer une problématique, à réfléchir, ce geste-là, qui ne relève pas de la technique, lui est totalement étranger. Et donc c'est à partir de cette expérience que j'ai écrit ce livre sur le fait que, évidemment, l'intelligence artificielle est une révolution, et on sera tout à fait d'accord pour le dire, qui touche, affecte tous les champs de compétences, mais qu'il y a comme dans toutes les révolutions, il faut prendre la mesure de ses limites. Et nous avons là une limite absolue. Laurent Alexandre? Oui, alors d'abord, il faut rappeler ce que Raphaël sait bien, c'est que tu avais eu 45 minutes et ChatGPT avait eu 45 secondes. 1h15. Donc le match n'était pas exactement fair. Non, cet argument est irrecevable. Tu mérites de meilleurs arguments. Attends, ce qui serait intéressant, c'est que tu aies 45 secondes comme ChatGPT. Excuse-moi. Alors, je ne veux pas l'interrompre. Non, mais je ne veux pas l'interrompre. Mais juste cet argument est parfaitement irrecevable. Une intelligence artificielle peut détailler l'intérieur d'une centrale nucléaire en 40 secondes. Il n'y a pas de sens à lui demander ce qu'elle pourrait faire en 1h15. Il faudrait pour cela considérablement ralentir ses processus. Ça n'a aucun sens d'imaginer. En revanche, ce qui est intéressant avec cette objection, cette fausse objection, honnêtement, Laurent, tu mérites mieux. Ce qui est intéressant avec cette fausse objection, c'est qu'elle présume l'humanité de la machine. Parce que c'est pour nous que ça change quelque chose d'avoir 40 secondes ou 1h15. Pour la machine, ça change rien. C'est bien ce que j'ai dit. On n'est pas capable d'aller à la vitesse de l'intelligence artificielle. Et sur l'analyse d'un dossier cancérologique, là où il me faut 1 heure, GPT-4 met quelques secondes. Et on voit bien qu'il y a une temporalité diverse et que, effectivement, nous avons déjà perdu la bataille du temps parce que nous sommes beaucoup plus lents que l'intelligence artificielle. Alors, Raphaël Enthoven ne dit pas que dans les domaines de la médecine, du droit, des armées, etc., l'intelligence artificielle va apporter beaucoup. Il dit qu'en philosophie, néanmoins, la machine ne pourra rien. Est-ce que vous pensez qu'en matière de philosophie, un robot pourra philosopher? J'ai connu la même chose en médecine. Quand au jeu de Go, quand aux échecs, il y a à dépasser les humains,
mes confrères disait, mais jamais la médecine ne pourra faire de cancérologie, jamais elle ne pourra faire de médecine, c'est trop compliqué, c'est trop singulier. Raphaël nous refait le même coup en disant, oui, les médecins sont dépassés par l'IA, c'est normal, mais alors, nous les philosophes, on a des particularités, des singularités qui fait que même dans 1000 ans, l'IA ne nous dépassera pas. Alors, je te montrerai tout à l'heure, j'ai demandé à GPT-4 à quelle vitesse et selon quel timing elle va te dépasser. Et ChatGPT a fait année après année d'ici 2035 le détail de la façon et des outils qu'elle allait utiliser pour te dépasser. Et c'est assez remarquable de voir comment elle planifie en fait le dépassement de Raphaël et des philosophes. C'est quelque chose d'assez fascinant. Qu'est-ce qui manque en fait à la machine pour ne pas... Et en fait, il y a un faux problème dans cette histoire. C'est la question du match entre l'homme et la machine. C'est un faux problème depuis qu'on a inventé des machines. Le marteau est plus solide que le poing, c'est sa raison d'être. La charrue porte plus de choses que le dos humain. Le cheval tire davantage qu'un humain. Autrement dit, depuis le début... Mais ça n'était pas de l'intelligence. Camarades, depuis le début, nos outils sont plus puissants que nous. C'est leur raison d'être d'outils. Mais ça reste des outils. Ça reste des outils. C'était des outils non intelligents. Bien sûr. L'outil intelligent, il est différent. Je dis juste que le match de l'humain et de la machine, par exemple, Kasparov qui perd aux échecs contre Deep Blue, c'est pas une crise de l'humanité, ça. Ça veut juste dire qu'il a perdu contre une usine. Donc, que les outils soient plus puissants que nous, c'est un faux problème. Mais j'en viens maintenant à cette question de la médecine. C'est merveilleux cet exemple. La médecine, qu'est-ce que c'est que la médecine ? Je le dis devant un urologue et un médecin réputé. Qu'est-ce que c'est que la médecine ? Tu m'accorderas peut-être que la médecine n'est pas seulement une science, mais qu'elle est aussi d'une certaine manière une techné, c'est-à-dire une technique et un art à la fois. Quel est l'espace d'art qu'il y a, d'artisanat qu'il y a dans la médecine ? Il est, me semble-t-il, dans le colloque singulier d'un médecin et de son patient. Le fait que le médecin soit doté aujourd'hui de considérables moyens prédictifs grâce à l'IA n'entame pas la responsabilité qui est la sienne dans la décision ou dans l'adoption de telle thérapeutique plutôt que telle autre. Autrement dit, les prouesses de l'IA n'entament pas la responsabilité qui est la nôtre, la singularité du rapport avec le patient et la nécessité de prendre des décisions qu'on assume. Alors, la réponse est tu as tort. Globalement, nous les médecins, dans le cadre de notre dépassement, mais il vaut mieux avoir tort avec moi que raison avec par l'intelligence artificielle, on a deux soucis. Le premier, c'est que si vous prenez la dernière intelligence artificielle de Google, AMIE, on se rend compte que les médecins tout seuls font 36% de bons diagnostics, l'IA fait 60% de bons diagnostics, et l'IA plus un médecin fait 52. Ça veut dire que quand on rajoute un médecin en chair et en os à l'IA fait 8% de moins bons diagnostics parce que les médecins dégradent les résultats de l'IA. D'autre part, en matière d'empathie et de colloque singulier, hélas, JAMA, qui est la 3e plus grande revue médicale au monde, a publié une grande étude il y a quelques mois qui montre que ChatGPT est 2 fois plus empathique que les médecins en chair et en os. Donc en réalité, notre singularité humaine Laurent Alexandre avoue lui-même qu'il a son cerveau est un peu en train de la perdre. Et tu as probablement vu sur un sujet qui nous intéresse tous les deux, qui est le complotisme. On sait qu'un humain ne peut pas convaincre un complotiste que la Terre n'est pas plate, etc., etc. C'est peine perdue. Une étude récente montre que, effectivement, les humains ne peuvent pas convaincre les complotistes. En revanche, GPT-4 convainc très largement et assez rapidement les complotistes. C'est-à-dire que, en réalité, il y a une supériorité dans la conviction, dans l'humanité, il y a une supériorité de l'IA par rapport aux humains, et c'est extrêmement troublant. Ça pose d'ailleurs d'énormes problèmes, parce que l'IA va pouvoir devenir un outil de manipulation politique, tellement elle est convaincante. Mais comment est-ce que le robot arrive à convaincre ce que l'humain n'arrive pas à faire? Il a plus d'arguments, il a plus de subtilité. Mais parce qu'il nous connaît, mieux que nous nous connaissons, parce qu'il est capable de comprendre nos modes de fonctionnement extrêmement rapidement et d'adapter ses réponses et son comportement à notre fonctionnement. Il ne faut pas oublier que la toute dernière version de ChatGPT, GPT-4o,
c'est exactement la Samantha dans le film Her. On a fait des progrès en matière de dialogue avec les ordinateurs, avec l'IA, et de convictions qui sont absolument stupéfiants. J'invite vraiment tous vos éditeurs à aller sur GPT-4, la toute dernière version. Et même les téléspectateurs. En plus, c'est gratuit. Et justement, j'ai été, moi, sur GPT-4, parce que vous m'avez dit, moi, je ne veux pas être interviewée par une journaliste qui n'a pas de chat GPT-4. Sur la version O. Alors, je vais poser la question sur la version O. Évidemment, une machine peut-elle être philosophe? Intéressant de voir ce que le robot répond, bien entendu. Elle dit, en théorie, une machine pourrait être programmée pour suivre un protocole de réflexion et prendre des décisions basées sur des principes philosophiques. Cependant, elle ne pourrait pas vraiment penser au sens humain du terme, car elle ne possède pas de conscience. Ce qui est intéressant, dans la réponse, c'est qu'il dit elle ne possède pas de conscience ou de capacité cognitive complète. Alors aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait avoir une conscience demain ? On est au cœur du problème. Quand on dit ce qui nous sépare de la machine, c'est la complexité de nos capacités cognitives, on est fondé à répondre alors c'est temporaire. Ça n'est que temporaire, puisque si ce n'est que la complexité qui nous sépare de la machine, un cerveau en silicium acquérera bientôt la complexité d'un cerveau humain. Le problème, c'est que ce n'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine. Encore une fois, la machine est bien plus forte que nous sur bien des domaines. C'est pas notre complexité qui nous sépare de la machine, c'est notre simplicité. C'est-à-dire, et j'appelle simplicité, pour le faire simplement, tout ce qui, en nous, ne peut pas faire l'objet de la comptabilité. Prenons le meilleur exemple, l'amour. Quand on veut expliquer un sentiment, on le perd, c'est un lieu commun de le dire. Nos sentiments peuvent faire l'objet d'une mise en diagramme, mais cette mise en diagramme ne dira rien de nos sentiments. Bref, ce qui nous sépare de la machine, ça n'est pas la complexité de notre appareil cognitif. Ce qui nous sépare de la machine, c'est la simplicité de nos émotions. C'est tout ce qui, dans la vie, est inquantifiable. Mais qu'est-ce qui vous dit que la machine ne suscitera pas une forme d'amour parce que la machine... par sa conversation? Alors ça c'est encore autre chose. C'est encore un autre problème. J'ai un ami mélancolique américain qui regarde un jour son iPhone avec l'air un peu triste. Et je lui dis mais qu'est-ce que t'as? Il me dit en anglais The problem is it doesn't love you back. Et c'est merveilleux. C'est le robot qui ne peut pas tomber amoureux. Le robot ne peut pas m'aimer. Le robot ne peut pas m'aimer. Merveilleuse prise de conscience. Mais moi, ça me gêne pas qu'on tombe amoureux de son robot. Ça ne me dérange pas. Ce qui est impossible et ce qui est introuvable, en revanche, c'est un robot amoureux, ou un robot hypocrite, ou un robot hésitant, c'est-à-dire un robot humain. Alors, un robot qui a des émotions. Il va balayer d'un revers de main. Non, je ne balaye pas d'un revers de main. Il va traiter tout ça par le mépris. Non, je pense qu'il faut que tu regardes les derniers travaux de cognition sur la psychologie de l'IA. L'IA progresse très vite, et notamment sa capacité à avoir des sentiments qui sont bien sûr des simulacres, mais d'avoir des sentiments qui sont équivalents à nos sentiments et même supérieurs à nos sentiments se fait assez rapidement. Alors tout à l'heure, je voudrais juste dire un mot sur ce que vous a répondu GPT-4. Méfiez-vous de la fausse modestie de GPT-4. Ah oui, c'est ça, c'est un peu modeste. Quand je présente un dossier médical ultra complexe à GPT-4 et que je lui demande son avis, il veut pas elle commence par me dire mais je suis pas capable, je suis pas vraiment médecin, je suis pas. Et après elle m'écrabouille et elle fait un meilleur diagnostic que moi. Donc méfiez-vous, les IA sont très modestes en apparence, mais en réalité elles nous dépassent dans de elles seront peut-être super intelligentes un jour. Plus de domaines. Il y a un point très intéressant et je le prends comme une concession. C'est le moment où Laurent Alexandre dit que les sentiments que la machine imite ne sont que des simulacres. Ceci est essentiel. Ce point est essentiel. Il y a dans le livre le commentaire d'un épisode d'une série merveilleuse qui s'appelle Black Mirror. Oui. Et c'est une série, je le dis en peu de mots, c'est l'histoire d'une dame qui perd son fiancé d'un accident de la route épouvantable et qui, au lieu de se décourager, compile toutes les datas du fiancé, toutes les traces qu'il a laissées lors de son passage sur Terre, plus un peu d'ADN, un peu de cheveux, etc. Elle envoie tout ça à une entreprise et 3 jours plus tard, on lui renvoie un fiancé tout neuf. Tout neuf. Un peu plus beau que lui-même, puisque les photos qu'on met en ligne sont plus avantageuses, sympathique, doté de la même mémoire, du même humour, sexuellement infatigable. Tout est merveilleux. Jusqu'au moment où elle lui pose une question qui aurait dû énerver son fiancé et à laquelle l'ersatz répond aimablement. Et là,
elle comprend soudain que la présence de ce succédané, de cette pâle copie, de cet ersatz, qui pourtant rassemble la totalité des données laissées par l'autre, va augmenter le sentiment de l'absence au lieu de le combler. Et c'est ça qui est essentiel. C'est ça qui est essentiel. C'est que nos vies peuvent être résumées ou réduites à la totalité des traces qu'elles laissent. Mais entre la totalité des traces que nous laissons et ce que nous sommes, il y a la différence qu'il y a entre un tas de cendres et une flamme. Oui, c'est comme Vous êtes un peu ébranlé, Laurent Alexandre. Non, c'est comme le problème de la simulation. Est-ce que on a souvent tendance à dire que l'IA simule et qu'elle ne ressent pas vraiment. Mais les humains simulent beaucoup. Oui. Depuis les confidences faites à Ménie Grégoire sur RTL dans les années 60, 70 et 80, nous savons, Ménie Grégoire nous a appris que beaucoup de femmes simulaient l'orgasme vaginal pour faire plaisir à leur partenaire sexuel, à leur mari, alors qu'elles ne ressentaient rien. Souvenez-vous de ces émissions très émouvantes de Ménie Grégoire. Donc les humains aussi sont capables de simuler. Oui. Et donc, est-ce que l'amour est réel ou est-ce qu'il est simulé? humains sont capables. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence entre l'amour et l'amour simulé par l'intelligence artificielle. Ce que je dis sur l'amour est différent. Il ne s'agit pas d'une simulation sexuelle ou quoi que ce soit. Ce que je dis de l'amour est très différent. Si votre conjoint, votre conjointe, par exemple, vous demande pour quelle raison, imprudemment, pour quelle raison vous l'aimez, et que vous, imprudemment, vous répondez à cette question, quelle que soit la réponse que vous apportez à cette question, l'amour est mort. Dans le fait de donner des raisons au sentiment expose le sentiment à sa disparition le jour où les raisons s'estompent. Si on dit « je t'aime parce que tu es original », dit « oui, mais si on s'emmerde ensemble, je t'aimerai plus ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'amour est incausé. On perd un sentiment quand on veut l'expliquer. Il y a dans la nature du sentiment quelque chose d'inexplicable. Et c'est précisément ce point-là qui me fait un peu sursauter quand je t'entends dire que la machine est douée d'empathie. Parce que ce que tu appelles empathie, c'est uniquement la connaissance des mécanismes humains dont l'explication ne dit rien de ce que nous sommes. Oui, mais connaissance qui pourrait aller loin quand même, puisque Sam Altman dit qu'il pourrait y avoir une super intelligence avant 2033, supérieure à toutes les intelligences humaines. Tout est dans le conditionnel. Oui, mais bon, quand même, il n'est pas le seul à le dire. Elon Musk aussi, lui, dit que c'est carrément avant 2029. C'est l'avantage de l'avenir, si vous voulez, c'est qu'on va voir ça. Oui, mais c'est dans pas longtemps, effectivement. Oui, c'est dans pas longtemps. Et jusqu'à présent, Sam Altman ne s'est jamais trompé dans ses prédictions, donc il faut prendre ses prédictions au sérieux. Parce que il n'a jamais prédit qu'une machine deviendrait consciente jusqu'à présent. C'est pour ça qu'il s'est pas trompé. Moi, je n'ai pas dit que la conscience artificielle est là demain matin. Tu confonds. Tu as dit 2030. Non, tu confonds super intelligence artificielle et puis conscience artificielle. Ce sont deux dimensions. Je t'ai lu de près. Différentes. Pardonne-moi. Ce sont deux. En 2030, une intelligence consciente d'elle-même pourra apparaître. Tu le dis explicitement. C'est la prévision d'une part minoritaire des experts et ce n'est pas ce que moi personnellement je pense. Mais le problème, je te sens plus prudent. Non, le problème il n'est pas là. Le problème qu'on a aujourd'hui, en philosophie comme ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre humanité, qu'est-ce qu'on fait de nos sociétés, qu'est-ce qu'on fait de l'éducation, de la formation de nos gamins au moment où l'intelligence artificielle nous dépasse. Car aujourd'hui, il y a un consensus de tous les experts pour dire que notre dépassement est proche, avec des nuances. Il y en a qui sont inquiets et qui pensent que l'IA peut nous exterminer, comme Geoffrey Hinton, qui est l'inventeur des intelligences artificielles modernes, qui a déclaré au Financial Times le 19 février 2024, il y a donc pas très longtemps, je pense qu'il y a 10% de chances que l'intelligence artificielle extermine tous les humains d'ici 2044. Et puis il y a des gens optimistes comme Yann Lequin, le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, chez reçu Facebook, par Macron cet après-midi. qui lui dit on va se rendre compte que l'intelligence humaine est extrêmement limitée par rapport à l'intelligence artificielle, mais je ne crois pas du tout que l'intelligence artificielle va être hostile. Au contraire, nous rentrons dans un nouveau siècle des Lumières. Donc, il y a un consensus sur le fait qu'on va être dépassé, mais il n'y a pas de consensus sur le fait de savoir si l'IA va être gentille ou hostile. Mais c'est une très bonne question. Il faudrait qu'on y réfléchisse, et notamment qu'on y réfléchisse pour la formation de nos gamins. Car aujourd'hui, l'éducation nationale bosse comme si on était en 1950. Elle envoie nos enfants au casse-pipe, elle ne les prépare pas à être complémentaires de l'intelligence artificielle, et c'est vraiment dramatique. Il y a de l'irréductiblement humain. Ce que je veux dire ici, c'est que l'humanité est faite, pour partie, d'une étoffe que la machine ne synthétise pas. Nos sentiments, encore une fois, et tout ce que la vie contient de non quantifiable, tout ce qu'on perd quand on veut l'évaluer, tout ce qui n'a pas de prix, mais une valeur.
tout ce qui ne relève pas du régime de la quantité. Il y a de l'irréductiblement humain que la machine peut singer, peut imiter comme un sentiment, mais qu'en aucun cas elle ne peut éprouver. Mais, et c'est là qu'on sera peut-être d'accord, le fait que l'humanité ne soit pas synthétisable par la machine ne signifie pas que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que on ne fera jamais de machine humaine. En revanche, que l'humain devienne une machine, ça, c'est tout à fait possible. Le premier à l'avoir montré, c'est Chaplin dans les temps modernes. Quand l'ouvrier quitte le travail à la chaîne, tout le monde a cette image en tête. Il quitte le travail à la chaîne et il est encore agité des spasmes du visseur de boulons. La machine a intégré son propre corps. L'humanité est perméable à la machine. En revanche, la machine ne pourra jamais devenir humaine. Il y a cette question de la maîtrise et de la limite de la technologie, mais avant même de savoir si on est complémentaire, comment, etc., on voit bien les dégâts que produisent sur les réseaux sociaux les biais, les fameux biais qui façonnent d'une certaine façon toutes les opinions. Déjà ça va être, avec l'intelligence artificielle, ça va être extraordinairement puissant. Oui, enfin, et donc, des biais avant l'ère. La question derrière, c'est la démocratie. Des biais avant l'ère de l'intelligence artificielle, on en avait. Dans l'Allemagne de 1936, des biais contre les Juifs, il y en avait, et sans intelligence artificielle. Vous voyez bien à quel point l'humanité n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour avoir des biais. Et nous voilà d'accord. Pour faire des horreurs. Donc penser que l'humanité était toute mignonne et toute gentille avant les biais des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, à mon avis, est une erreur. L'humanité est pas souvent gentille et des biais, il y en a eu de tout temps. Ce n'est pas spécifique à l'ère de l'intelligence artificielle. Pour dire que la démocratie, quand même, face à cela, est plus désarmée encore qu'elle ne l'était. Avec Jean-François Copé, on a écrit un livre, L'intelligence artificielle va-t-elle détruire la démocratie ? Donc il y a un vrai problème d'encadrement de la société de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on est à quelques jours des européennes, qu'on a vu des nouvelles influenceuses émerger sur TikTok. Je pense à Amandine Le Pen, Léna Maréchal, ce sont des jeunes femmes qui n'existent pas, qui sont des deepfakes. Avant, on disait la preuve par l'image. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on peut faire dire n'importe qui à n'importe quoi. Oui. Je m'incline devant l'évidence. ChatGPT promet de surpasser le meilleur des philosophes humains. Laurent Alexandre avait raison. Pardon pour ma résistance passée à cette idée. Le futur de la philosophie s'annonce plus brillant et inclusif grâce à l'intelligence artificielle. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle un deepfake. Oui, mais alors ce qui est intéressant... Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement, on peut un n'importe quoi à un homme politique qui fait campagne. Mais le problème... C'est bon, c'est un ami. C'est de la manip. Brigaël Le Pogam, et oui, de la société comme il n'arrive pas à obtenir ma reddition, il s'est dit qu'il allait l'inventer. Voilà. Ce qui est intéressant dans cette histoire, et je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est qu'effectivement, avec les deepfakes, nous sommes dotés de moyens considérables de nous crever les yeux agréablement. Or, le problème en démocratie, et Laurent Alexandre a raison d'insister sur le fait que l'humanité n'a pas attendu l'IA pour avoir ce problème-là, le problème en démocratie, au-delà du deepfake, c'est le désir de croire. C'est le besoin de croire, c'est-à-dire c'est le désir de penser que ce qu'on souhaite est plus réel que ce qui est réel. C'est le désir de croire. Le désir de croire est désormais doté de moyens considérables, mais on lutte contre lui toujours de la même manière, par la philosophie ou tout simplement en rappelant, en témoignant de la réalité malgré la croyance. Mais ça n'est pas un problème nouveau. C'est un problème ancien auquel toutes les démocraties sont confrontées et qui aujourd'hui a été démultiplié par les outils dont nous disposons. Alors, vous parliez de Charlie Chaplin qui a encore les spasmes de la machine, mais vous signez, Laurent Alexandre, ce livre « ChatGPT va nous rendre immortels » où vous racontez très bien comment les milliardaires de la Silicon Valley n'ont qu'une obsession, à savoir tuer la mort, l'euthanasie, vous écrivez. Exactement. Il y a au sein de la Silicon Valley finalement deux courants. Un courant transhumaniste qui veut rendre l'homme avec une plus grande espérance de vie, voire l'augmenter avec des prothèses comme les prothèses Neuralink d'Elon Musk. Et puis vous avez un courant post-humaniste qui pense que la bataille contre l'intelligence artificielle est perdue. C'est le cas par exemple de Larry Page, qui d'ailleurs s'est fâché avec Elon Musk à cause de ça. Larry Page dit « Nous avons perdu la bataille, l'intelligence artificielle va nous dépasser. Il faut accepter que l'intelligence artificielle ne soit pas un outil, un domestique, il faut accepter qu'elle soit notre successeur. » Et d'ailleurs, Larry Page reprochait
à Elon Musk de considérer que l'intelligence humaine était supérieure à l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle le spécisme anti-IA ou aussi le racisme contre le silicium, contre les microprocesseurs. Et il y a un grand débat. Alors, ça, c'est de la science-fiction. Juste un mot, il y a un grand débat là-dessus. Geoffrey Hinton, donc l'inventeur des intelligences artificielles modernes, a déclaré dans le Financial Times, là encore, que lui, il était spéciste. C'est-à-dire qu'il pense que l'intelligence humaine, l'intelligence de nos neurones, est supérieure à l'intelligence du silicium, à l'intelligence des ordinateurs. C'est un vrai débat à l'intérieur des spécialistes de l'intelligence artificielle. Raphaël Enthoven. Il y a une vraie différence à faire effectivement entre le monde de l'homme augmenté et le monde de l'homme remplacé. C'est pas le même monde. Les ajouts, les implants, les prothèses, etc. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui une réparation est une augmentation. Vous pouvez faire plus de choses avec votre prothèse qu'avec votre main. C'est le monde de l'homme augmenté. On n'est pas du tout dans l'utopie, là. On n'est pas dans l'utopie, on n'est même pas dans la dystopie. On est dans la merveille de la technique, ce que la technique permet aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais pour moi, c'est un monde dont l'avènement est certain et qui en lui-même n'est pas problématique. Donc on va repousser la mort. Alors, oui, mais une chose est de dire qu'on va repousser la mort, tout autre est de dire qu'on va la vaincre. Même si on mourait à 200 ans, je sais que Laurent Alexandre est friand de cette prédiction, même si l'on mourait à 200 ans, on continuerait de mourir trop tôt. Ça ne changerait rien aux problèmes. On ne vainc pas la mort quand on augmente l'espérance de vie. Sinon, voilà, on ne ferait pas si grand cas des centenaires. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'homme augmenté, ça n'est pas le monde de l'homme remplacé. Le monde de l'homme remplacé est un monde fantasmatique depuis le début de l'humanité. Nous rêvons de notre propre remplacement par nos machines depuis Pygmalion, en passant par le Golem, Terminator, Frankenstein, Pinocchio, Star Wars, Matrix. Nous n'avons jamais cessé de mettre en scène le remplacement de l'homme par la machine, la dépossession de l'homme par ses propres possessions. Seulement, ça reste une utopie. On en est aussi loin qu'il y a 3000 ans. C'est pour ça. Et c'est ça qui est intéressant. Augmenter l'espérance de vie. Augmenter l'espérance de vie par des moyens médicaux ou biologiques est compliqué. C'est pour ça qu'une partie de la Silicon Valley veut acquérir l'immortalité numérique. C'est le sens de mon dernier livre. Sam Altman, l'inventeur de ChatGPT, a déclaré à la revue du MIT « J'ai la conviction que mon cerveau va être téléchargé dans le cloud computing. C'est-à-dire que je vais avoir une immortalité numérique puisque le contenu de mon cerveau ne sera plus dans mes neurones, mais sera dans des ordinateurs dans le cloud. Et donc, vous voyez qu'il y a là une tension entre les post-humanistes et les transhumanistes, comme Raphaël le disait très bien. C'est l'épisode. Dernier mot. Alors, cette idée de survivre. Oui, l'idée de vous savez, c'est l'histoire du génie d'Aladin. Vous connaissez le génie d'Aladin. Il peut tout exaucer, sauf deux trucs. Susciter l'amour, ressusciter les morts. Ce sont les deux limites de l'intelligence artificielle. On ne suscite pas l'amour par du matching, c'est pas pour ça qu'on s'aime, et on ne survit pas à la mort en transférant la totalité de nos datas. C'est pas comme ça que ça marche. Vous trouvez qu'il est dans le déni, Laurent Alexandre? Je pense qu'il a un peu peur, Raphaël Enthoven. Donnez-lui un petit conseil pour qu'il se mette à la page. L'intelligence artificielle va casser ces deux limites au cours du XXIe siècle. Quel bonheur de vous avoir reçu pour ce débat. Docteur Alexandre, ChatGPT va nous rendre immortels. Enfin, vous dites qu'il y a un débat quand même. Il y a un débat. Je sais pas, j'ai pas compris si vous y croyez vraiment ou pas. L'esprit artificiel chez Raphaël Enthoven, on renvoie à ses lectures. Et merci infiniment. Merci à vous. D'avoir accepté ce débat. Je voulais juste dire que, à propos des questions éthiques que pose l'intelligence artificielle, il va y avoir un grand programme de recherche mondiale au service de la démocratie qui est mené par Make.org, les CNRS, la Sorbonne, Sciences Po, 50 chercheurs. Donc voilà, il y a des raisons d'être optimiste sur la façon dont on va essayer de border tout ça. Merci à tous les deux.